Welcome to l'information, pharmacie de la communauté haïtienne. Bienvenue ici. Welcome here. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Content de vous retrouver ce dimanche matin encore, où nous allons passer à une heure au cours de laquelle nous allons continuer à réfléchir sur la descente vers l'abîme de notre pays. J'aurais tôt fait de dire que cette semaine a été une semaine riche en images, images révélatrices de l'état lamentable de notre pays. Avez-vous pris le temps de regarder l'image du Premier ministre de facto Ariel Henry qui se courbe, qui courbe l'échine devant ses véritables patrons? Le président américain Joe Biden, le président dominicain Abinader. Avez-vous pris le temps de regarder Madame Lalime, qui est la représentante du BINU, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, et qui a pris la parole cette semaine aux Nations Unies pour présenter Haïti comme un pays en état de terreur? Avez-vous pris le temps de regarder cette semaine l'image de voyous, de bandits qui ont pris d'assaut le tribunal, le palais de justice de Port-au-Prince, ont saccagé les lieux, ont mis la main sur les dossiers qu'ils vendent désormais sur les médias sociaux? Avez-vous aussi pris le temps de regarder l'image des membres du gouvernement, notamment l'image de la ministre de la Culture et de la Communication qui, comme si de rien n'était, était dans un hôtel avec les membres du seul journal du pays, le journal Le Nouvelliste, et il fallait voir Madame la ministre de la Culture et de la Communication rire aux éclats lors de ses points de presse, parlant de littérature, comme si on vivait dans le pays où il n'y avait pas de problème. Au fait, Madame la ministre, messieurs, dames les membres du gouvernement sont en train de dire au peuple haïtien « Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais il n'y a pas de problème. Où est le problème ?» Entre-temps, le seul journal du pays projette tous ses feux sur la foire du livre. On parle de littérature, on parle de culture, et Madame la ministre de la Culture et de la Communication, c'était elle qui a ouvert l'événement, sourire large, rire aux éclats. Entre-temps, aucune institution du pays ne fonctionne. Je vais vous présenter des chiffres là qui vont vous glacer le sang. Le nombre de kidnappings, le nombre de viols, le nombre d'homicides seulement au cours du mois de mai qui vient de s'écouler.
Entre-temps, nous avons un ministre de la Justice, nous avons un ministre de la Défense, nous avons un corps de police qui célébrait ces derniers jours ses 27 années d'existence. Jusqu'où ne descendrons-nous pas? Quand est-ce que, en tant que collectivité, en tant que citoyens et citoyennes, en tant que société civile, quand est-ce que nous allons nous soulever? Nous en sommes là, les amis. Je vais donc, au cours de l'émission de ce matin, revoir avec vous le discours du Premier ministre au sommet des Amériques. Je vais revoir avec vous le discours de Madame Lalime devant les Nations Unies. Et tout ceci devrait nous amener à nous poser la question, mais d'où viendra la solution à notre crise? Madame Lalime, qui est censée aider l'État haïtien à résoudre ses problèmes, s'en lave les mains. Le Premier ministre et les membres du gouvernement qui sont payés pour gouverner s'en lavent les mains. Entre-temps, les bandits, eux, ils gagnent du terrain et mettent la main sur les symboles de ce qu'on appelle la mission régalienne de l'État. Quand on s'en prend à un tribunal, qu'on saccage un palais de justice et qu'on vend les dossiers, ah, mais c'est qu'il n'y a plus d'État. Ça, on l'a toujours su, mais on vient d'en avoir une image, ma foi, incontestable du fait qu'il n'y a plus d'État en Haïti. Mais s'il n'y a pas d'État, pourquoi la communauté internationale continue-t-elle d'inviter cet homme comme chef de gouvernement? Quel gouvernement? S'il n'y a pas d'État, les membres du gouvernement, ils sont payés pourquoi? Ministre de la Justice, ministre de la Défense, ministre de la Culture, n'est-ce pas, chef de la police, mais ils sont payés pourquoi? Et nous alors dans tout cela? Allons-nous continuer à assister passivement, les bras croisés, à la descente vers les abîmes de notre pays? Est-ce que nous allons laisser ce pays aux héritiers de Michel Martelly? Car c'est de cela qu'il s'agit. Est-ce que nous allons laisser ce pays aux sbires des Clinton et du département d'État? Car c'est de cela qu'il s'agit. Entre-temps, vous savez, si vous prenez le temps de lire tout ce qui se passe sur les médias sociaux, mais il y a des nouvelles sérieuses voulant qu'entre-temps, justement, des compagnies étrangères soient en train de voler, de piller nos ressources. À un moment donné, nous devons nous dire c'est assez. Nous n'avons pas de pays de rechange. Je vis au Canada, c'est mon pays d'adoption. Mais le pays de mon âme, le pays de mon cœur, c'est Haïti. Nous devons faire quelque chose. Nous devons reprendre notre destinée, les amis. Nous ne pouvons pas laisser le destin de notre pays aux autres. En nous disant, ah, mais regardez ça, nèg yo fait pays. Regardez ce qu'ils font à notre pays. À un moment donné, nous serons aussi complices par notre passivité. Alors, fini la passivité. Organisons-nous pour reprendre notre pays. Organisons-nous pour reprendre notre destin en main. Ce qui est touchant, c'est que, tandis que Ariel Henry se plaint du fait que ce pays est livré aux mains des bandits, du fait que Mme Lalime elle-même reconnaît qu'Haïti est un pays en état de terreur, mais il y a des compagnies qui s'intéressent à notre pays. Si c'était vraiment un pays qui ne représente aucun intérêt en termes de richesse, en termes de ressources, pourquoi les compagnies étrangères continuent-elles à s'intéresser à notre paysage, à notre sous-sol?
c'est qu'il y a des ressources qui se cachent dans notre sous-sol, qu'on nous cache. Voilà pourquoi on déstructure ce pays, on déstructure l'État, on déstructure nos institutions selon le paradigme du chaos. Tout cela va finir par profiter à d'autres et non pas à nous, à moins que nous ne prenions la décision de contrôler notre destin. Je m'arrête ici, longue introduction, me direz-vous, vous connaissez le rituel à ce stade-ci. Je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car ce matin encore, nous allons nous dire les vraies affaires. À tout à l'heure. Vous rêvez. Vous rêvez de transformer votre maison, votre salon, votre chambre à coucher, votre cuisine en un espace hors de l'ordinaire? Ne rêvez plus. Rendez-vous à Meubles en Gros, au 6200 Henri Bourassa Est à Montréal. L'endroit où tous vos rêves prennent vie. Pour un temps limité, si vous nous écrivez à l'adresse qui apparaît à l'écran, nous vous communiquerons un code promotionnel secret grâce auquel vous obtiendrez 5% de réduction sur tous les meubles et matelas en magasin. Et sur présentation du même code, vous aurez droit à un cadeau personnalisé en magasin. Chut, ne le dites à personne. Bonne chance. Certaines conditions s'appliquent. Avant la pause, on s'était promis de regarder quelques chiffres, des chiffres qui ne mentent pas, mais qui sont seulement la pointe de l'iceberg. Car ce ne sont pas tous les cas qui sont chiffrés dans ce pays. Il y a des cas qui échappent aux statistiques. Les chiffres que je vais vous présenter là ont été lus, ont été projetés par Madame Lalim, qui est la représentante des Nations Unies en Haïti, le 16 juin dernier. Voici ces chiffres. Pour seulement le mois de mai, la police nationale a signalé 201 d'homicides volontaires, c'est-à-dire 201 personnes ont été tuées, pas par accident, mais par des bandits qui ont choisi sciemment de buter telle personne. Les homicides sont à ce point devenus banals au fil de ces dernières années que désormais, quand on bute quelqu'un, on n'ose même plus dire que la personne a été assassinée, que la personne a été tuée. Il y a une formule créole toute récente là pour décrire cela. Ah, yo bay monsieur en cartouche, yo bay femme ça en cartouche. Talem babo en cartouche. 201 cas d'homicide volontaire ont été signalés par la police, rapporte Madame Lalim aux Nations Unies. Et, tenez-vous bien, 198 cas d'enlèvement, 198 cas de kidnapping dans la grande région métropolitaine de Port-au-Prince. Cela veut dire qu'au cours du mois de mai, en moyenne, c'est 7 cas de kidnapping par jour. 7 cas de kidnapping par jour en moyenne dans l'agglomération de Port-au-Prince. Ça veut dire que quand on sort désormais de chez soi, on ne sait pas si l'on va rentrer. Et quand on se fait kidnapper, ça ne sert à rien de porter plainte auprès de la police, ça ne sert à rien de contester ou de maugréer. Ce qu'il faut faire, c'est d'organiser une collecte de fonds dans sa famille, auprès de ses proches pour recueillir les 600 000, les 700 000, dans certains cas les 1,5 million de dollars américains, de manière à faire libérer
un parent de manière à faire libérer un enfant. Vous voulez augmenter vos revenus d'environ 350 $ par jour. Vous avez un permis de conduire, une voiture, vous n'avez pas de casier judiciaire, vous habitez au Québec. Bravo! Vous venez de satisfaire à toutes les conditions pour travailler chez LeaseTaxi. De nouveaux revenus en toute autonomie, selon vos disponibilités et votre propre emploi du temps. Un nouveau style de vie, tout en faisant de l'argent. Envoyez votre CV au courriel qui apparaît à l'écran et bienvenue chez LeaseTaxi. Bonne chance. Ce pays-là est livré, continue Madame Lalime, de plus en plus aux mains des bandits qui contrôlent des territoires. Cité Soleil, Croix des Bouquets, Tabar. Et ces zones-là sont de plus en plus exposées aux violences sexuelles et ces bandits restreignent, sinon coupent l'accès à ces zones pour pouvoir mieux rançonner la population. Madame Lalime continue. Au moins 17 000 personnes, elle est en train de parler des derniers mois seulement là. Au moins 17 000 personnes ont été déplacées de leur domicile. Beaucoup d'entre elles sont tout simplement captives dans leur résidence car elles ne peuvent pas quitter leur quartier. Tout cela à cause des bandits. Mais vous me direz, ah mais ça, c'est des nouvelles que nous entendons tous les jours. Donc, vous voyez, c'est banal. Mais continuons de parler des images. De mémoire d'homme, de mémoire d'analyste, je n'ai jamais vu, en Haïti du moins, des bandits entrer comme ça dans un palais de justice, saccager les lieux, mettre la main sur des dossiers pour ensuite les revendre. Vous savez ce que ça veut dire? C'est que des gens qui ont été accusés, des gens qui sont en prison, des gens qui sont en attente d'un procès, mais ça, tout ça c'est fini ça. Les bandits sont en train de dire, nous ne voulons rien savoir d'une justice d'État, nous sommes la justice. Nous sommes désormais l'État. La preuve, c'est qu'après avoir pris d'assaut des commissariats de police, nous occupons désormais des lieux qui sont le symbole des fonctions régaliennes de l'État. Quand on parle de l'État, on parle d'autorité qui est légitimement établie sur un territoire pour protéger une population et pour, entre autres, n'est-ce pas, fonction, faire de la justice. Nous savons que l'État haïtien fonctionnait désormais, n'est-ce pas, en toute impunité, mais que des bandits soient venus nous le dire, n'est-ce pas, à voix haute et intelligible, en disant « nous allons chasser, n'est-ce pas, les officiers de justice, chasser, n'est-ce pas, les juges ». Désormais, c'est nous qui occupons les tribunaux de justice et c'est nous qui vendons les dossiers. Et Mme Lalime voit bien le lien entre le fait que des bandits soient entrés et contrôlent désormais le palais de justice et l'assassinat de Jovenel Moïse, dont le dossier n'avance toujours pas. Il n'y a pas de juge attitré, n'est-ce pas, à un an, à un mois de l'anniversaire de l'assassinat du président Jovenel Moïse, il n'y a pas de juge attitré parce qu'il y a eu une suite de 5 ou 6 juges qui, par manque de collaboration du gouvernement avec le ministère de la Justice, 5 ou 6 juges, dis-je, qui se sont désistés, en sorte qu'il n'y a pas de juge attitré.
Mais qu'est-ce qu'ils vont trouver, ces juges-là, une fois qu'un juge aura été attitré pour lancer le procès, devant identifier les coupables dans le cadre de l'assassinat crapuleux du président Jovenel Moïse en sa résidence. Il a reçu 12 ou 13 balles, mais qu'est-ce qu'il va trouver comme dossier après tout ce temps-là? Donc, il n'y aura pas de procès pour l'assassinat de Jovenel Moïse. Et le Premier ministre actuel n'arrête pas d'envoyer des signaux à l'effet qu'il n'y aura pas de procès. D'ailleurs, lui-même, il avait viré son procureur, il avait viré le ministre de la Justice, qui a voulu l'interroger pour savoir, mais qu'est-ce qui se disait entre Félix Badjo, l'inculpé dans le cadre de l'assassinat du président Jovenel Moïse, et lui-même, chef de gouvernement, Premier ministre. Ils ont échangé, n'est-ce pas, de très longues conversations, de très longs propos, le matin même, la nuit même de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et pire, tandis que Félix Badjo était recherché par la police, imaginez que jusqu'au mois d'octobre, c'est-à-dire 3 mois après l'assassinat du président Jovenel Moïse, le Premier ministre actuel continuait non seulement de s'entretenir avec Félix Badjo, mais il continuait de le rencontrer. Donc lui, il envoie le signal que moi, de justice, j'en veux pas. La preuve, c'est que moi-même, je ne me soumets pas à l'exercice habituel qui consiste à être interrogé par la justice. Il vire son ministre de la Justice plutôt que de répondre à cette invitation. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de juge attitré, imaginez. Si un président en exercice a été assassiné et qu'il n'y ait toujours pas de juge attitré pour son procès, alors vous vous attendez à quoi? Vous pensiez jusque-là qu'il y avait ne serait-ce qu'un semblant de justice en Haïti? Non, alors les bandits nous l'ont prouvé qu'il n'y a pas de justice. Et s'il n'y a pas de justice, mais il n'y a pas d'État non plus. Et comme si ces chiffres-là, ces images-là, n'étaient pas en soi affligeantes en elles-mêmes, le Premier ministre Ariel Henry est allé cette semaine au sommet des Amériques qui s'est déroulé aux États-Unis, a avoué candidement, comme un mineur, dans son discours, en disant « Mon pays est actuellement soumis à une insécurité alimentée par des gangs armés qui volent, qui violent, qui tuent et kidnappent des nationaux aussi bien que des étrangers. » C'est le Premier ministre, donc le chef de gouvernement, celui qui doit rendre des comptes, celui qui est justement payé pour protéger, celui qui est justement payé pour sécuriser, celui qui nomme des gens à des ministères en vue de l'aider à sécuriser et à déployer une autorité effective sur un territoire, il est allé dire candidement, comme s'il n'avait aucune responsabilité là-dedans, il est allé dire candidement au sommet des Amériques, mon pays vit ou est soumis à une insécurité alimentée par des gangs armés qui volent, qui violent, qui tuent et kidnappent. Mais que faites-vous, monsieur le Premier ministre? Vous êtes payé entre-temps. En vous rendant au sommet des Amériques, vous recevez un per diem. Tenez-vous les amis, c'est plus que 20 000 $ américains par jour que le Premier ministre reçoit, c'est pour ça qu'on dit per diem par jour, quand il se déplace. Pourquoi est-il payé? Pour tenir ce discours? Pour se cramponner dans son statut de mineur en disant « Mon pays est soumis à des gangs armés ». Tout le monde sait, et le Premier ministre doit le savoir, que ses propres ministres
sont à la tête de groupes de gangs, ces mêmes gangs qu'ils dénoncent, n'est-ce pas, au sommet des Amériques, eh bien, ce sont ces ministres qui les alimentent en armes. Au fait, ces gangs-là travaillent pour beaucoup de ces ministres. Et puis là, il va au sommet des Amériques comme Ponce Pilate se laver les mains en disant « Mais aidez-moi, je ne sais pas quoi faire ». Si vous ne savez pas quoi faire, qui va faire quelque chose, monsieur le Premier ministre? Si un gouvernement ne sait pas quoi faire, pourquoi reste-t-il en fonction? Pourquoi le gouvernement ne démissionne-t-il pas en bloc? On a vu le Premier ministre courber les chines devant Biden, une image qui traduit son état d'âme servile, son état d'âme obséquieux devant Joe Biden. Bon Dieu! Le peuple haïtien, c'est un peuple qui marche droit, c'est un peuple fier. L'avez-vous remarqué? Tenez-vous sur quelque hauteur, un beau matin. J'en fais l'expérience tout le temps, moi, quand je suis à l'hôtel à Port-au-Prince, et puis je vois le peuple haïtien qui se lève tôt, se rendre vers je ne sais où. Les gens marchent droit. Je n'ai pas, moi, l'habitude d'un Haïtien, voire d'un chef de gouvernement qui courbe les chines. On aurait dit qu'il allait baiser les orteils du président Biden. Bon Dieu, qui l'eût cru? Un chef de gouvernement qui salue son homologue, il est chef d'une délégation gouvernementale, et là on parle de la première République noire. Le pays de Christophe, le pays de Dessalines, le pays d'Anténor Firmin, le pays de Louis-Joseph Janvier, pour ne citer que cela. Le chef de gouvernement qui aurait dû regarder son homologue droit dans les yeux, à l'image du peuple haïtien, ce peuple fier, il courbe les chines. Encore un peu, il aurait dit « baiser les orteils de Biden ». Mais c'est révélateur de quelque chose. Merci, Monsieur Biden, de m'accorder votre accréditation. Merci, Monsieur Biden, de m'accorder votre légitimité. Je sais que je n'ai pas de légitimité constitutionnelle, que je n'ai pas de légitimité, n'est-ce pas, populaire, que je n'ai pas de, n'est-ce pas, de légitimité électorale, mais le fait par vous, Monsieur Biden, de m'inviter, me confère une certaine légitimité. C'est ma légitimation. Merci, Monsieur Biden, ou femme chef. Mais les chefs de quoi ou de qui? Ils règnent sur quoi ou sur qui? Quand Ariel Henry se lève un matin et qu'il se regarde au miroir, mais qu'est-ce qu'il se dit? N'était-il pas plus utile comme chirurgien? Un pays dont la population, n'est-ce pas, n'a pas d'accès à des soins médicaux, n'était-il pas plus utile en tant que médecin que de se retrouver là, en tant que, n'est-ce pas, pour gérer par procuration pour Michel Martelly, pour gérer les gangs, pour terroriser la population haïtienne? Car c'est de cela qu'il s'agit. Madame Lalime le dit, Haïti est dans un état de terreur. Et là, Madame Lalime elle-même s'en lave les mains. Et il faut lui en tenir rigueur à Madame Lalime. Vous savez que Madame Lalime est la représentante du BINU en Haïti. Le BINU, c'est le Bureau intégré des Nations Unies. Et vous savez quel a été le mandat du BINU à la suite d'une résolution passée aux Nations Unies le 25 juin 2019, donc depuis essentiellement un peu plus de 3 ans, le mandat de Madame Lalime en Haïti, il est clair. Conseiller le gouvernement d'Haïti pour promouvoir et renforcer la stabilité politique, la bonne gouvernance, y compris l'état de droit, préserver et favoriser un environnement pacifique et stable. Mais on devrait demander à Madame Lalime, pourquoi êtes-vous payé? Si le premier point de votre mandat consiste justement à renforcer
la stabilité politique et faire la promotion d'un état de droit, Madame Lalime, contrairement au mandat qui lui est assigné par les Nations Unies, avait conseillé au défunt président Jovenel Moïse de fédérer les gangs, précisément ces gangs qui installent au pays un état de terreur. Mais Madame Lalime avait conseillé le président Jovenel Moïse dans son désir de fédérer les gangs. Les gangs travaillaient pour le président Jovenel. Un mois avant l'assassinat de Jovenel Moïse, j'avais dit, mais président Jovenel Moïse, vous jouez à Frankenstein. Vous êtes en train de mettre au monde un monstre que vous ne contrôlerez plus. Et c'était des propos tristement prophétiques. Un mois avant son assassinat, j'avais dit au président Jovenel, dans une émission que vous pourrez revoir, vous pensez contrôler les gangs parce qu'ils travaillent pour vous, ils terrorisent vos opposants, ils font peur à une population qui aimerait s'opposer, n'est-ce pas, à votre mandat illégitime puisque vous étiez hors du mandat constitutionnel. Mais vous ne contrôlerez pas toujours ce monstre. Et Madame Lalime ne peut pas s'en laver les mains aujourd'hui. Madame Lalime applaudissait à la fédération des gangs. Pensez aux G9 et les autres salauds comme ça. Deuxième point du mandat de Madame Lalime en Haïti, promouvoir un dialogue inclusif entre Haïtiens afin d'encourager le consensus national sur les priorités du pays, comme sur la mise en œuvre des réformes législatives, politiques et structurelles. Vous savez ce qu'elle est allée demander aux Nations Unies, Madame Lalime? Elle est allée demander qu'on renforce la police. Elle-même, elle dit que la police n'arrive pas. La police elle-même, elle est corrompue jusqu'aux os. Beaucoup de ces policiers-là prennent langue avec les gangs, ils se partagent les rançons. Et là, elle dit, il faut qu'on renforce la police nationale et qu'on parvienne rapidement aux élections. Ces élections qu'elle veut encore nous entrer dans la gorge. Donc, Madame Lalime elle-même, elle est payée pour rien car le mandat du BINU, à la tête duquel elle se retrouve, devrait être le renforcement de la justice en Haïti. Mais Madame Lalime, quand vous regardez ces bandits, à la fédération desquels vous avez applaudi, quand vous regardez ces gangsters au regroupement desquels vous avez applaudi, quand vous les voyez prendre d'assaut un palais de justice, symbole d'un état de droit que vous êtes censé renforcer, c'est pour ça que vous êtes payé. Qu'est-ce que vous vous dites, Madame Lalime? Vous osez vous présenter devant les Nations Unies, vous en lavez les mains comme Ponce Pilate, comme si vous n'avez rien à voir dans cela? Mais non, Madame Lalime. Vous et comme les Clinton, vous et comme d'autres mafieux de la communauté internationale, les ambassadeurs accrédités qui ont un syndicat mafieux en Haïti qu'on appelle le Corps Groupe. C'est le seul pays où les diplomates se syndiquent. Ils ont un groupe, ils réfléchissent en groupe. Dans quel but font-ils cela? Dans le but de terroriser Haïti. Le mot vient de Madame Lalime et il y a une conjonction discursive entre ce que Madame Lalime a dit et ce que un ancien ministre de Martelly avait dit il y a quelque temps. Il faut que les gangs, n'est-ce pas, terrorisent la population. C'est notre tactique, c'est notre traitement de choc pour éviter que des gens sérieux ne s'intéressent à la politique, car aussi longtemps que les bandits, que les gangsters vont kidnapper, qu'ils vont, n'est-ce pas, si vous voulez, s'en prendre au lieu symbolique de nos institutions, les gens sérieux ne voudront pas faire la politique. Et c'est encore le PHTK qui reviendra au pouvoir. Madame Lalime, jamais dans son discours n'a-t-elle accusé le Premier ministre actuel de sinécure. Jamais
dans son discours, n'a-t-elle accusé le Premier ministre actuel de mauvaise foi politique? Elle constate que 5 ou 6 juges se sont succédés et qu'il n'y a pas de juge attitré pour faire le procès autour de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Elle constate que la police n'arrive pas à contrôler, si vous voulez, l'avancée des gangs, n'est-ce pas, dans l'agglomération de Port-au-Prince, mais elle aurait dû dire: le chef de gouvernement ne fait rien non plus pour régler le problème. Le chef de gouvernement ne fait rien non plus pour qu'il y ait un semblant de justice dans ce pays. Jamais n'a-t-elle accusé le Premier ministre. Pour quelle raison? Mais parce que c'est leur enfant. Le Premier ministre actuel, c'est leur fils de pute, mais c'est leur fils de pute à eux, auquel ils ont donné naissance, leur fils de pute à eux qu'ils ont une fois de plus légitimé au sommet des Amériques. Et elle dit: ah, mais ce que nous sommes en train de faire, nous, au sein du BINU, c'est de rencontrer informellement d'anciens chefs d'État pour essayer de trouver une solution. Non, Madame Lalime, c'est pas ce que vous faites. Vous êtes en train de rencontrer d'anciens chefs d'État. Je vous ai parlé de Jean-Bertrand Aristide la semaine dernière. Je vous ai parlé, n'est-ce pas, de votre rencontre avec l'ancien général Prosper Avril. Dans quel but? Vous recherchez quelqu'un qui a un minimum de légitimité pour aller nettoyer vos saloperies. Quelqu'un qui va, avec un peu de lustre, suivre votre agenda macabre, qui consiste à réformer la Constitution haïtienne, de manière à faire sauter les verrous qui vont désormais permettre aux compagnies étrangères, des Clinton, etc., dont vous êtes la représentante, de faire même bas sur nos ressources. C'est pour ça que vous voulez qu'on réforme notre Constitution. Vous voulez aussi quelqu'un qui va organiser un référendum, quelqu'un qui est crédible auprès de la population pour faire avaliser cette réforme constitutionnelle scélérate. Et vous voulez enfin quelqu'un qui va organiser des élections qu'il ne contrôlera pas, au terme desquelles vous allez replacer un affidé du PHTK. Voilà votre véritable intention, Madame Lalime. Je la mets à nu, cette intention-là. Voilà pourquoi vous êtes mal prise, vous êtes mal foutue. Parce que votre plan en terrorisant la population, c'était de faire peur à des gens sérieux en pensant que vous finiriez par trouver quelqu'un de crédible pour faire cette réforme constitutionnelle, préparer ce référendum et enfin conduire le peuple tel un animal à l'abattoir vers des élections. Et là, vous êtes mal foutu. D'où ces manifestations qu'on commence à voir dans le pays réclamant le retour de Jean-Bertrand Aristide. J'espère que le président Aristide ne se laissera pas prendre à ce piège-là. C'est un cheval le Troie. Ils veulent que vous perdiez, n'est-ce pas, cette crédibilité qu'il vous reste encore aux yeux d'une bonne partie de la population. Ils veulent que vous acceptiez ce mandat empoisonné, un mandat de transition, mais il n'y a pas de transition. Ils veulent une continuation de leur politique répressive, de leur politique, n'est-ce pas, de pays concert pour sa propre population. Ils veulent tout simplement trouver une formule acceptable pour nous entrer dans la gorge une autre version de Michel Martelly. C'est de cela qu'il s'agit. Comment faire revenir un autre Michel Martelly qui va continuer à livrer les ressources du pays aux compagnies étrangères. Et si vous suivez encore une fois ce qui se passe sur les médias sociaux, n'est-ce pas, ces articles bien écrits, bien documentés, bien argumentés, qui montrent justement comment notre sous-sol est riche en toutes sortes de ressources et que des compagnies étrangères sont en train de négocier avec ce gouvernement qui n'en est pas un, pour avoir des permis d'exploration, pour avoir des permis, n'est-ce pas, d'exploitation. Et Madame Lalime dit, depuis 2 ans, le Parlement ne se réunit plus. Mais vous le saviez, vous l'aviez toujours su. Vous qui portiez à bout de bras votre bébé Jovenel Moïse, lui qui mangeait dans vos mains, il vous était à ce point servile qu'il pensait que vous alliez le protéger. Mais vous l'avez assassiné. Vous, représentante des Clinton, vous l'avez assassiné. Mais quand il n'organisait pas d'élection,
C'était prévisible qu'à un moment donné, le Parlement, donc le siège du pouvoir législatif, allait être caduque. Vous l'avez laissé régner, n'est-ce pas, par décret, sans contre-pouvoir législatif. Vous l'avez laissé régner, n'est-ce pas, par décret, sans contre-pouvoir judiciaire, puisqu'il a révoqué des juges de la Cour de cassation. Mais vous étiez là, vous avez applaudi. Et maintenant, vous jouez à la Vierge offensée depuis plus de 2 ans et demi. Le Parlement ne fonctionne pas, mais c'est normal. Pour qu'il y ait un renouvellement des députés et des sénateurs, encore faut-il qu'il y ait des élections. Vous avez encouragé Jovenel à ne pas faire d'élections. Et là, vous vous retrouvez devant un mur. Vous êtes mal foutu aussi parce que, vous savez, le diable fait toujours, n'est-ce pas, une œuvre qui le trompe. C'est vous qui avez utilisé le mot terreur. Tout comme un ancien ministre de Martelly avait utilisé ce mot-là. Il nous faut terroriser la population pour faire un traitement de choc à la population. Car c'est comme ça que seuls les bandits vont participer aux élections. Madame Lalime, êtes-vous bien sûr que les élections sont la solution? Depuis quand la communauté internationale laisse-t-elle les Haïtiens organiser de véritables élections? Vous l'aurez remarqué, on a changé notre site web. Sur le site web, vous trouverez plusieurs onglets. L'onglet Accueil vous souhaite la bienvenue et tout de suite après, vous tombez sur l'onglet Biographie. Alors là, vous avez une idée des études que j'ai faites. Ensuite, vous avez l'onglet Boutique. Dans l'onglet Boutique, vous trouverez mes livres. Jusqu'à présent, j'en ai écrit 14. Toujours dans la boutique, vous aurez aussi accès au type de formation que j'offre, soit à des individus ou à des entreprises. Vous avez aussi l'onglet événements. À l'onglet événements, on vous dit ce que je fais, où je le fais et quand je le fais. Comme ça, si je présente une conférence quelque part, si je donne une formation quelque part, vous le savez. Mais ça, c'est à venir. À l'onglet articles, vous avez accès à quelques-uns des articles que j'ai fait paraître sur moult sujets. Vous trouverez aussi mes audios. Au fait, les audios, ce sont les anciennes émissions que j'ai présentées à la radio CPAM et que vous avez appréciées. Ce sont des émissions que j'ai présentées sur toutes sortes de sujets allant de la spiritualité à la mystique, de la mystique à la religion, en particulier la religion chrétienne, le judaïsme et un petit peu d'islam aussi. Donc vous trouverez de tout cela. Et enfin, à l'onglet émissions, vous avez accès aux diverses chroniques ou aux divers liens par lesquels je présente des chroniques, que ce soit à la radio, à la télé ou sur les médias sociaux. Enfin, vous avez l'onglet Contact qui vous permet de me contacter soit par email ou par les médias sociaux. Le nouveau site de Jean Fils-Aimé, c'est le vôtre. Servez-vous-en. Depuis quand, Madame Lalime, la communauté internationale laisse-t-elle, répétais-je, les Haïtiens organiser de bonnes élections, des élections crédibles et transparentes? Je vais vous révéler quelque chose aujourd'hui, à vous, peuple haïtien. Vous savez, la seule fois, écoutez-moi bien, que le peuple haïtien a organisé des élections crédibles, c'était en 90 élections qui ont porté au pouvoir Jean-Bertrand Aristide. Je vais vous faire une révélation aujourd'hui. Lorsque les États-Unis d'Amérique ont vu que c'était inévitable, Jean-Bertrand Aristide, dont ils ne voulaient pas, car leur candidat c'était Bazin,
Lorsqu'ils ont vu que c'était inévitable, Jean-Bertrand Aristide allait être élu. Écoutez-moi bien, je vais vous citer des noms. L'ambassadeur d'Haïti, enfin l'ambassadeur des États-Unis d'alors, Alvin Philip Adams Jr., qui fut ambassadeur d'Haïti jusqu'au 1er août 1992. Donc celui que les Haïtiens appellent Bourrique Chagé, parce qu'il menaçait les Haïtiens en leur disant de faire attention avec celui qui allait être leur président, le seul véritablement élu, Jean-Bertrand Aristide. Vous savez, je vais vous faire une révélation à vous, le peuple haïtien. L'ambassadeur des États-Unis d'alors, Bourrique Chagé, Alvin Philip Adams, a convoqué l'une des personnes qui devait donner son aval aux résultats officiels de ces élections. Vous savez, les gens me parlent. Étant donné ma position, les gens se confessent à moi et me révèlent des vérités parce qu'ils ne veulent pas mourir avec ces choses-là sur leur cœur. Eh bien, l'ambassadeur Alvin Philip Adams Jr., qu'on appelle justement Bourrique Chagé, qui est mort en octobre 2015 dernier, on s'en fout, eh bien, il est allé voir cette personne-là et lui a dit, les États-Unis d'Amérique sont prêts à vous donner $1 million américains si vous faites en sorte que ce soit Marc Bazin qui gagne et qu'Aristide perde. Arrangez-vous pour qu'il perde, on vous donne jusqu'à $1 million américains. La personne a effectivement dit non. Vous savez ce que Alvin Philip Adams Jr. a fait? Il a quand même déposé, l'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince, lors de ces élections, il a quand même déposé $1 million américains sur le compte de la personne. Nous sommes en 90, les amis. Nous n'avons pas encore ces notifications automatiques quand il y a un certain montant sur notre compte. Et là, imaginez, c'est la banque de la dame qui l'appelle pour lui dire, écoutez, on vient de déposer $1 million américains sur votre compte. Pauvre dame, elle a dit, oh là là, ambassadeur, vous voulez vraiment entraver. Pour se débarrasser de ce million empoisonné, dis-je, la personne a dû faire un chèque de $1 million américains à l'ordre de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Parce que, puisque l'ambassadeur américain, enfin l'ambassadeur des États-Unis a déposé Manu Militari sur son compte personnel le $1 million, question de la piéger pour l'obliger à se soumettre à la volonté de l'ambassade des États-Unis accréditée à Port-au-Prince, elle a dû écrire un chèque de $1 million américains à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Quand je vous dis que les ambassades accréditées à Port-au-Prince, en particulier l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, l'ambassade de la France à Port-au-Prince, l'ambassade du Canada à Port-au-Prince, quand je vous dis que ce sont des sources de corruption, quand je vous dis que ce sont des foyers d'instabilité, quand je vous dis, n'est-ce pas, que ce sont des repères de bandits, maintenant vous me croyez. L'ambassadeur Bourrique Chagé a voulu corrompre, n'est-ce pas, les élections de 90 et il a déposé, sans que ce montant ne soit sollicité, $1 million sur le compte de la personne pour l'obliger à falsifier des élections. Et pourtant, ce sont ces mêmes pays-là, les États-Unis en tête, qui proclament à la face du monde vouloir la démocratie, qui proclament à la face du monde vouloir la transparence, et qui, vous savez, qui combattent Cuba, qui combattent le Venezuela, parce que ces pays-là n'ont pas d'élection crédible. Mon œil, mon œil. Ce sont précisément ces pays-là qui empêchent nos pays à nous, nos petits pays de nègres, nos petits pays africains, nos petits pays, n'est-ce pas, des Antilles, d'organiser des élections véritablement démocratiques, car ils ont leur propre agenda. Et quand on veut suivre la tendance de la population, les États-Unis vont
s'opposer, pour falsifier les résultats. Ils vont intervenir pour renverser des gouvernements. Ils vont intervenir pour assassiner, n'est-ce pas, des chefs d'État. Le dernier exemple, c'est l'assassinat de Jovenel Moïse, le 7 juillet dernier. On s'approche du premier anniversaire de ce coup d'État perpétré par les États-Unis d'Amérique et mis en œuvre par leurs sbires, les bandits de Michel Martelly, les bandits de l'oligarchie haïtienne, le poisson pourri de la tête. Êtes-vous bien sûr, Madame Lalime, que vous voulez des élections crédibles? Maintenant, parlons de Abinader. Abinader, le président dominicain, le raciste, l'homme de l'extrême droite, celui dans le pays duquel on décapite des Haïtiens, on les bat comme des animaux, on les abat comme des canards sauvages, eh bien c'est cet Abinader qui, n'est-ce pas, ajoutant le racisme à l'insulte, va jusqu'à demander de l'aide lors du sommet des Amériques pour que on puisse régler les problèmes de sécurité en Haïti. Aidez-moi, dit-il en substance, à aider Haïti. Mais qui êtes-vous, monsieur Abinader? Êtes-vous bien sûr, monsieur Abinader, que votre pays ne tire profit du chaos en Haïti? Ce sont vos propres journaux qui disent que des gens d'affaires dominicains alimentent les gangs en Haïti. Les gens d'affaires dominicains font passer des armes illégalement vers Haïti, des armes de guerre, des armes lourdes. Dans quel but? Dans le but de déstructurer le pays. Car plus ce pays est déstructuré, plus les classes moyennes envoient leurs enfants étudier chez vous, monsieur Abinader. Plus ce pays est déstructuré, plus ces salopards de l'oligarchie investissent chez vous. Le dernier chiffre là, n'est-ce pas, pour l'année dernière seulement, c'est plusieurs centaines de millions de dollars que ces bandits de l'oligarchie ont investi dans votre pays. Donc, le chaos d'Haïti vous est profitable. Ne nous prenez pas pour des cons. Dans vos hôtels, ce sont des Haïtiennes qui travaillent. Pourquoi? Parce que c'est elles qui parlent plusieurs langues. Dans vos universités, ce sont nos jeunes étudiants haïtiens qui vont décrocher vos diplômes et donc qui nourrissent votre économie. L'oligarchie, la salope, l'oligarchie haïtienne, la malpropre, l'indigne l'oligarchie haïtienne, investit des centaines de millions de dollars chez vous. Alors, à qui profite le chaos en Haïti? À qui profite l'insécurité en Haïti? C'est à votre pays, monsieur Abinader. Comment osez-vous dire, pince sans rire, aidez-moi à aider Haïti? Non, aussi longtemps que ça va mal en Haïti, ça ira bien pour vous. Si on avait un véritable chef d'État, si on avait un véritable Haïtien, un patriote à la tête du pays, il ne vous aurait même pas serré la main. Mais regardez l'image d'un Ariel Henry et dire qu'il est chirurgien, qui courbe l'échine devant Abinader. Au fait, c'est son homologue, au fait, c'est son ami, au fait, c'est son associé. Ce sont ces gens-là qui soutiennent à bout de bras Ariel Henry. La population haïtienne ne se tient pas derrière Ariel Henry. Les institutions du pays, la constitution du pays, n'est-ce pas, déclare, n'est-ce pas, de facto Ariel Henry. Mais comment se fait-il qu'il soit toujours là? Mais c'est parce que, justement, ces patrons, les Biden des États-Unis, les Abinader, n'est-ce pas, de la République dominicaine, les Madame Lalime des Nations Unies, le soutiennent à bout de bras. Le chaos d'Haïti est profitable à la République dominicaine. Abinader aurait dû chanter Félix Culpa. Heureuse faute d'Haïti qui vaut à mon pays de s'enrichir, n'est-ce pas, de l'argent de la classe moyenne. Félix Culpa, heureuse faute d'Haïti qui permet à l'oligarchie haïtienne d'investir chez moi. Félix Culpa, heureuse faute haïtienne
qui me permet de me faire élire en cassant du sucre sur le dos des Haïtiens. Les Haïtiens se font abattre comme des canards sauvages en République dominicaine. Et lui, l'hypocrite, il vient dire au sommet des Amériques, aidez-moi à aider Haïti. Le jour où on aura un gouvernement sérieux. Le jour où on aura un gouvernement constitué de patriotes, de gens compétents et de gens, n'est-ce pas, verticaux. On traînera la République dominicaine devant des tribunaux pour avoir dénié aux Haïtiens les droits les plus élémentaires, pour avoir refusé aux Haïtiens des droits les plus fondamentaux en matière de citoyenneté, en matière de protection. Comment osez-vous dire « Aidez-moi à aider Haïti » Nous nous retrouvons donc précisément au sens propre du terme devant cette alternative. Nous nous retrouvons devant un dilemme. Quelle est donc l'alternative? Soit la continuation, telle que le veulent les États-Unis d'Amérique, telle que le veulent les Nations Unies, telle que le veut le Canada, telle que le veut la France, pour ne citer que ces pays scélérats-là. Donc ça, c'est la première option, la continuation à travers une chaise musicale ou une véritable transition pour reconstruire ce pays-là, en jeter de nouvelles bases de manière à faire d'Haïti ce qu'il doit être. Donc c'est ça l'alternative. Poursuivre, n'est-ce pas, avec la communauté internationale, y aller avec une chaise musicale très cosmétique, c'est ce que veut la communauté internationale. Je vous explique. Que veut la communauté internationale? La communauté internationale, je l'ai déjà expliqué, je l'ai déjà dit, veut qu'on aille le plus vite aux élections, dans tout au plus 12 à 18 mois. Pour y arriver, ils veulent procéder à un changement cosmétique, ils veulent procéder à une chaise musicale. Et je vous préviens, dans les prochaines semaines, c'est-à-dire dans les semaines qui vont suivre immédiatement l'anniversaire de l'assassinat de Jovenel Moïse, nous aurons, si vous voulez, une réforme gouvernementale. Certains ministres vont tomber au profit d'autres ministres. Ça, c'est ce qu'on appelle une chaise musicale. C'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, un changement cosmétique. C'est seulement au niveau du maquillage. Car la communauté internationale, les États-Unis en tête, suivi de la France et du Canada, cette communauté-là ne veut qu'une continuation avec de nouveaux visages. Voilà pourquoi cette communauté-là est en train de rechercher quelqu'un. Elle a pensé à Jean-Bertrand Aristide. J'espère, dis-je, que Jean-Bertrand Aristide dira non. Mais la communauté internationale finira par trouver, n'est-ce pas, un autre nègre de service, un autre, n'est-ce pas, idiot utile qui va accepter le poste, tout comme Gérard Latortue l'avait fait en 2004. Ça, ce n'est pas une transition, c'est une continuation. L'autre option, c'est pour cela que j'ai parlé d'alternative ou de dilemme, l'autre option, c'est d'y aller avec une transition grâce à laquelle nous allons rompre, n'est-ce pas, avec nos traditions jusque-là. Nous allons jeter les bases d'une nouvelle Haïti et attendre 4 ou 5 ans, le temps de jeter ces bases-là, de prendre notre temps pour jeter des bases véritables d'un État démocratique et y aller avec des élections dans 5 ans. Pour y arriver, nous devons compter sur nous-mêmes d'abord. Je vous avais prévenu, réécoutez ma vidéo à ce sujet, je vous avais dit, c'est bien bon ce que fait la Montana, mais qui ira pendre la cloche au chat? Qui va faire en sorte qu'Ariel Henry parte? La communauté internationale le soutient à bout de bras jusqu'à ce qu'on trouve un autre idiot utile, un autre nègre domestique pour faire ce boulot de continuation. Donc pour mettre sur pied les structures d'une véritable transition, il faut prendre la communauté internationale de court. Première étape, nous devons nous organiser pour un membre de gouvernement parallèle. Identifier des hommes et des femmes qui vont faire partie de ce nouveau gouvernement de transition. Il faut d'abord avoir ces noms-là en tête, il faut avoir les profils en tête.
Les profils doivent reposer sur 3 critères: être patriote, être intègre et être compétent ou compétente. Autre élément important dans le profil, il faut que ce soit des Haïtiens qui viennent tant du dehors que du dedans. Fini ces gouvernements qui sont constitués à Port-au-Prince par des gens de Port-au-Prince pour la République de Port-au-Prince. D'où tous ces problèmes de concentration et de surconcentration. Une fois qu'on aura mis sur pied ce gouvernement parallèle, c'est un gouvernement symbolique, il faudra effectivement prendre le pouvoir en Haïti. Mais pour y arriver, il n'y a pas de doute dans mon esprit qu'il faut renverser par les armes Ariel Henry. Il faut le renverser par les armes. Il ne quittera pas de lui-même le pouvoir car il a l'accord de la communauté internationale. Et le jour où la communauté internationale, n'est-ce pas, le lâchera, ce sera pour le remplacer par un autre idiot utile, ce sera pour le remplacer par un autre nègre ou une autre négresse de service. Donc, dans un cas comme dans un autre, nous serons foutus. Il faut donc prendre la communauté internationale le coup et renverser Ariel par les armes, dis-je. Regardez l'entourage de la sécurité d'Ariel. 200 ou 300 policiers qui assurent sa sécurité. Des policiers peut-être qui ne sont même pas motivés. Des policiers qui sont mal entraînés. Des policiers peut-être qui sont, n'est-ce pas, mal équipés. 200 ou 300, n'est-ce pas? Ce n'est pas impossible. Mais vous me posez la question, où trouver l'équipe qui va renverser Ariel Henry? Mais voilà, les amis, c'est là où nous nous adresserons à des pays amis. Des pays de frères africains. Pas n'importe quel pays. J'ai en tête un certain nombre de pays qui sont motivés, eux aussi, comme nous les Haïtiens patriotes, parce qu'ils sont passés par, si vous voulez, les mêmes humiliations, les mêmes magouilles aux mains de la France, aux mains des Américains, aux mains des Belges, aux mains des Anglais. Pensons en particulier au Mali, pensons à la République centrafricaine, pensons au Burkina Faso. Mais si on a cette délégation dont je n'arrête pas de vous parler, qui va voir, n'est-ce pas, ces gens-là, pour leur demander de nous fournir un coup de main comme nous autrefois, lorsque nous étions en situation de le faire, nous aidions d'autres pays à mettre sur pied, n'est-ce pas, des états de droit. Je suis sûr qu'ils nous aideront à renverser cet homme, à renverser ce gouvernement. Vous savez, tandis que vous et moi, patriotes, nous nous plaignons, nous souffrons avec ce pays, tandis que la population haïtienne souffre, mais vous savez qu'il y en a, n'est-ce pas, qui fonctionnent comme si de rien n'était. Regardez le comportement du seul journal d'Haïti, le journal Le Nouvelliste, un journal zombificateur. Un journal, n'est-ce pas, sans aucun sens patriotique, un journal opportuniste. Tandis qu'on kidnappe en moyenne 7 Haïtiens dans l'agglomération de Port-au-Prince par jour, le journal projette plein feu sur sa foire du livre et invite la ministre de la Communication et de la Culture comme si de rien n'était. Et la ministre de la Culture et de la Communication y est allée d'une déclaration sibylline. Eh bien, la foire du livre est un service public. Ce que ça veut dire, c'est que désormais, la foire du livre va bénéficier, n'est-ce pas, des subventions gouvernementales. Je n'ai rien contre une foire du livre, je suis auteur moi-même. Mais dans le contexte actuel d'Haïti, si ce n'était pas un journal réactionnaire, si ce n'était pas un journal zombificateur, est-ce le moment d'inviter la ministre d'un gouvernement de facto à venir rire aux éclats comme si de rien n'était? Ce journal-là ne devrait-il pas prendre fait et cause pour la population haïtienne? Faire le constat que rien ne marche et que ce gouvernement-là n'est pas au service de sa population, le boycotter ce gouvernement. Mais non, le journal Le Nouvelliste prend fait et cause pour le gouvernement, pour la ministre de la Culture et de la Communication, pour pouvoir bénéficier, comme au temps de Martelly, des subventions gouvernementales. Honte à vous, Franz Duval, honte au journal Le Nouvelliste. Prenez note du comportement du journal Le Nouvelliste pour le boycotter au moment venu.
Il faut renverser par les armes ce gouvernement. Prendre de court la communauté internationale et mettre sur pied un gouvernement qui va travailler pendant 5 ans, sinon plus, sur une véritable transition, jeter les bases de nouveaux gouvernements, jeter les bases d'une nouvelle Haïti, travailler sur, n'est-ce pas, nos infrastructures de justice, nous poser la question, n'est-ce pas, du système ou de régime politique qui nous convient, travailler sur nos problèmes au niveau de santé, travailler sur nos problèmes au niveau de notre doctrine de la sécurité, travailler sur le contrôle de nos frontières. Toute personne, tout pays, toute institution qui veulent des élections demain matin, dans 12 ou dans 18 mois, veut tout simplement la continuation et ne veut pas une transition grâce à laquelle on va jeter les nouvelles bases pour un nouveau pays. Je l'ai dit. Identifions des membres pour un gouvernement parallèle. Il faut qu'on soit prêt. Au moment où on va renverser Ariel, qu'on ne soit pas pris de court, parce que la communauté internationale va nous imposer ces hommes et ces femmes, ces nègres de service. Nous devons avoir préalablement notre gouvernement parallèle. Ça, c'est déjà vu dans l'histoire. Mais pour avoir le pouvoir effectif, il faut renverser Ariel par les armes. Mais vous me demandez, où trouver ces gens qui vont le renverser par les armes? Auprès des pays amis qui comprennent l'importance de la lutte d'une population qui n'en peut plus de souffrir. Des pays qui comprennent, n'est-ce pas, les souffrances d'un peuple qui n'en peut plus de souffrir parce que ces pays-là ont souffert tout comme nous. Et parce que ces pays-là, directement ou indirectement, ont bénéficié du rayonnement d'Haïti quand elle rayonnait encore, cette Haïti. Ne nous laissons pas abattre par ce que nous voyons là. Comprenons l'intention de nos ennemis. Identifions nos ennemis, mais identifions-les. La communauté internationale, en tête les États-Unis, le Canada, la France. Identifions nos ennemis. Les nègres de service que cette communauté-là nous impose à la tête de notre pays. Formons un gouvernement parallèle. Renversons ce gouvernement de la communauté internationale et réalisons pour la première fois dans notre histoire une véritable transition et non pas une continuation avec une chaise musicale cosmétique. Vous savez, c'est mon métier de suivre l'actualité. J'aime tellement ce que fait le Nicaragua, les amis. Le Nicaragua introduit littéralement la Russie, n'est-ce pas, dans les Caraïbes, dans les Antilles. Le Nicaragua a signé des accords avec la Russie et désormais des troupes russes sont présentes au Nicaragua. Vous comprenez pourquoi les États-Unis, et je les emmerde, n'ont pas invité le Nicaragua au sommet des Amériques. On s'en fout. Pour contrer les plans malveillants des États-Unis, pour contrer les plans malveillants du Canada, pour contrer les plans malveillants, n'est-ce pas, de la France vis-à-vis de la population haïtienne, nous devons compter sur nous-mêmes pour nous organiser en gouvernement parallèle et ensuite solliciter la coopération de quelques pays africains bien identifiés et de la Russie comme l'a fait le Nicaragua. J'espère vous avoir été utile. J'espère surtout que l'émission de ce matin va susciter en vous une longue réflexion. Allons-nous laisser notre pays descendre aux abîmes et nous contenter de dire, écoutez, regardez ça, nèg yo fait pays, regardez Jean nèg yo a gagoté république là. Ou bien allons-nous prendre les risques qu'il faut pour reprendre notre destinée en main. On garde le moral, car tant que va le moral, tout va. Merci d'avoir été à l'écoute. Abonnez-vous sur notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, les amis. Mon but, c'est qu'on atteigne un chiffre critique, un nombre critique d'hommes et de femmes éveillés qui vont être motivés à faire marcher leur pays. Abonnez-vous. Recrutez des gens qui s'abonnent à cette chaîne et partagez. C'est gratuit.
Partagez nos émissions dans vos réseaux respectifs. Likez-les, aimez-les. Donc je vous demande 3 choses. Abonnez-vous, recrutez des gens si vous l'avez déjà fait. Partagez nos émissions dans vos réseaux respectifs, likez. Inscrivez-vous sur Cash si vous ne l'avez pas encore fait. Contribuez. Nous travaillons sur cette délégation, les amis, qui va se rendre en Afrique pour rencontrer les chefs d'État, les hommes politiques clés, pour reprendre notre pays en main. Ce n'est pas vrai que nous allons laisser notre Haïti chéri aux mains de Michel Martelly, aux mains des Clinton, aux mains des Biden, aux mains des Abinader, aux mains des Lalim. Ce pays de Dessalines, il est à nous. Ce pays de Christophe, il est à nous. Ce pays de Capois-la-Mort, il est à nous. Ce pays de Sanit Belair, il est à nous. Faisons des hommes de nous. Des hommes et des femmes de nous. On met graines sur nous. On met femmes dans femmes nous. Pour reprendre le contrôle de notre pays. Merci. Bonne semaine. À la semaine prochaine. Au revoir.